Bien, eh bien cette fois, nous arrivons au terme de notre rencontre et j'aime bien l'intituler pour ne pas conclure, c'est-à-dire pour ouvrir le chemin d'après. Voilà. Alors, on a entendu beaucoup de choses de nature différente, c'était la règle du jeu. Je vais juste faire une petite aparté par rapport aux questions qui sont arrivées par le chat et auxquelles la densité du programme ne permet pas de répondre, mais nous les reprendrons et nous reviendrons vers tous ceux qui nous les ont posées, et ça nourrira sans doute d'autres perspectives de réflexion partagée. Voilà, alors notre séquence de ce matin a vraiment beaucoup mis en valeur l'action associative et la nécessité de la qualité des liens. J'ai presque envie de dire la réhabilitation du bénévolat. Je vais vous taquiner quand même un petit peu. Parce que, tout compte fait, le bénévolat, on l'avait assez vite rangé dans le vieux monde. Il était obsolète, voilà, et on en était à l'apologie, voilà, de la performance. Voilà. Alors, moi, je crois que le bénévolat existe, qu'il existe dans nos associations, qu'il est très fort. Plutôt envie de dire que ce que la crise a permis, et c'est peut-être ce qu'on a entendu de la part de Roger Su, c'est la question de nourrir différemment le lien social. C'est-à-dire de cette espèce de fourmillement de la société qui fait le lien social. Voilà. Alors, bien entendu, aussi, sur la question du bénévolat, on a à réfléchir à la manière dont les cadres institutionnels qui nous sont imposés rendent quelquefois difficile l'action du bénévolat. C'est-à-dire que nos structures sont régies par des cadres organisationnels de contrôle, etc., qui ont porté atteinte à une certaine forme de souplesse. Voilà. Et donc, je crois que c'est vraiment sur ces questions que nous avons à réfléchir. Voilà. Alors, au-delà de cette taquinerie, je vais être frustrante parce que, bien entendu, on a pris du retard. Voilà. Alors, peut-être, à chacun d'entre vous, j'ai envie de demander 3 idées forces de ce qu'on a retenu et de ce qu'on pourrait mobiliser. Je commence par vous, Monsieur Dumoulin. Merci. Peut-être... Alors, exercice obligé. Voilà, je ne peux pas ne pas répondre à la fois à l'interpellation du collectif Alerte. Est-ce que Gérard est encore là, voilà, avec qui nos rapports sont excellents, mais c'est normal qu'on ait ce dialogue. Et puis à celle indirecte aussi du vice-président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui va jusqu'à dire l'État n'a pas été au rendez-vous, donc je ne peux pas ne pas. Voilà, c'est un peu mon travail. Voilà, redire qu'on ne peut pas dire dans un exercice budgétaire absolument inédit où l'État va dépenser 2 fois plus que ses ressources, ne pas dire qu'il n'a pas été au rendez-vous. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire ne pas être au rendez-vous. En réalité, l'insécurité financière, elle est générale. Vous parlez de l'insécurité financière des associations, de l'insécurité financière des départements, mais de l'insécurité financière tout court. Voilà. C'est juste que l'État est le garant en dernier ressort, donc il se retrouve interpellé en dernier ressort. Mais nous sommes dans une insécurité financière et une incertitude totale de savoir comment on assumera cette facture globalement. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de prestations monétaires dans la stratégie pauvreté. Revalorisation exceptionnelle de l'âge, revalorisation exceptionnelle du minimum vieillesse, revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité. Ça ne répond évidemment pas à la question de la revalorisation du RSA, mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire qu'il n'y ait eu aucune mesure en direction des jeunes. Plan 1 jeune, une solution. Généralisation de la garantie jeune. Tout ça pour dire que ça ne répond pas à la question de l'extension du RSA aux jeunes, ni à la revalorisation du RSA, mais ça répond à la question de l'action en direction des jeunes, et avec cette idée très forte de ne pas rentrer dans l'aide aux jeunes par l'instauration d'un minima social, mais par l'accompagnement et l'insertion assortie d'une allocation. D'où cette proposition forte de la ministre du Travail de généraliser la garantie jeune et de faire, au fond, le RSA jeune autrement. Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est l'exercice obligé. Si je ne le fais pas, je ne fais pas mon travail. Voilà. Deuxième point, on le voit, moi je retiens très fort l'idée que dans cette période où les lignes ont bougé, où chacun parfois est sorti de son cadre, y compris de ses compétences ou de ses partitions de public, j'entends le département du Nord qui, en mettant en place un fonds exceptionnel, a été amené à retrouver dans ces services sociaux qui habituellement voyaient essentiellement des familles, de voir des isolés, qui étaient plutôt pris en charge par d'autres. La CAF du Pas-de-Calais qui a mis en place une brigade de travailleurs sociaux qui s'est mis à accompagner de travailleurs pauvres
qui ne relevaient pas habituellement du service social des cas. Enfin, c'est ces deux exemples quoi, qui montrent que chacun est sorti de ses lignes et qu'on voit bien que la réponse, c'est bien dans un nouveau rapport entre l'État, les collectivités et les associations pour dépasser justement des interpellations réciproques et aller vers une responsabilité commune de services publics, mais de services publics construits ensemble, coproduits. Voilà, ça c'est évident. Et puis troisième idée, cette idée que j'aime beaucoup l'expression d'horizontalisation, c'est dur à dire en revanche, de la société, qui fait complètement écho à la promesse de l'émancipation qui est au cœur de la stratégie pauvreté, de l'idée initiale, la vision portée par le président de la République quand, au 13 décembre 2018, il a lancé cette stratégie. Cette idée que l'individu a vocation à être sujet, acteur de sa propre vie, et que néanmoins ça nécessite de lui donner toutes les clés. Et ce pari de l'accompagnement, du droit individualisé systématique à l'accompagnement, pari qui est loin d'être garanti aujourd'hui, voilà, qui est un combat de tous les jours, qui est de mettre dans les clés de chacun une partie de son propre destin, voilà. Et non pas dans une vision individualiste, mais d'une vision qui part du sujet et dans la relation à l'autre, qu'on redécouvre aujourd'hui comme étant le sel de la vie. Et donc je trouve que cette perspective-là, de sortir de cette crise convaincue que nous sommes acteurs de notre propre vie et qu'en même temps ce qui nous sauve, c'est l'autre, je trouve que c'est une belle synthèse auquel nous invite votre intervenant pour donner du sens à tout ça, ce que je crois on cherche. Et je crois que plus que jamais, encore une fois, le défi de la coopération, de la coproduction et de la prévention par laquelle vous avez ouvert à juste titre, parce qu'on sait que ces crises-là vont se reproduire et qu'il faut donc se préparer aujourd'hui à prévenir le basculement et la reproduction. Tout ça est complètement mobilisateur et donc moi je me sens complètement remobilisé. Voilà. Merci. Monsieur Duvis. Merci beaucoup. Le premier élément, effectivement, on a parlé de résilience. Moi, je parlerai plus de capacité collective à répondre à la situation de manière collective, c'est-à-dire à la fois l'ensemble, le tissu associatif, bien sûr, que nous représentons, le tissu associatif avec, vous l'avez dit, hein, les salariés confrontés à des situations extrêmement difficiles, bien souvent. On parlait des associations d'aide à domicile, mais les bénévoles, les pouvoirs publics, les départements, les collectivités, etc. Il y a eu une capacité très forte et il y a eu un travail de coopération comme, effectivement, on l'a peu connu, notamment au niveau, ce que je représente, c'est-à-dire au niveau national, dans les discussions avec le gouvernement, on a eu ce travail collectif comme on ne l'avait pas eu forcément. Enfin, quand je dis ces dernières années, c'est vraiment très, très large. Ça faisait longtemps. Le deuxième point, honnêtement, je ne peux pas ne pas le dire, parce que je l'ai entendu au travers de certaines interventions, c'est une énorme inquiétude. Les associations que je représente, c'est-à-dire les associations de lutte contre l'exclusion, ont une énorme inquiétude par rapport à ce qui va se passer. On a parlé de 2021, 2022, 2023, je ne sais pas à quel moment. On a une succession, de manière un peu simpliste, au début on parlait, il y a eu une crise sanitaire, il y aura une crise économique et il y aura une crise sociale. En réalité, les trois se nourrissent dans la durée, dans une durée qu'on n'attendait pas du tout. Et l'optimisme qu'on a pu avoir à l'été ou au début de l'automne, où on voyait le virus, on croyait voir le virus reculer. Et du point de vue économique, il y a eu ce rebond économique qui nous a tous un peu trompés, hein, qu'on s'est dit, finalement, c'est vrai, le chômage a baissé au deuxième trimestre, mais au total, sur l'année, ça va plutôt pas trop mal se passer. Effectivement, les derniers chiffres ne sont pas catastrophiques, mais on voit bien que les dégâts, ils sont plus profonds. Et l'année 2020, on verra. Hein. Moi, je suis honnêtement beaucoup moins optimiste que ne semblent être les représentants du gouvernement. Je ne parle pas parle pas du tout de Rodolphe, à ceux que nous côtoyons régulièrement, y compris les ministres, qui, sur le plan économique, sont assez optimistes.
j'ai honnêtement un peu de mal à le dire. Et sur l'évolution de la pauvreté, honnêtement, ce qu'on a entendu, on voit bien que toutes nos associations et les associations qui nous écoutent voient dans leur action arriver des gens nouveaux et voient des signaux faibles d'une augmentation de la pauvreté. Pour l'instant, c'est vrai, le nombre d'allocataires du RSA il augmente de 8%, c'est sans doute moins que ce qu'on craignait pour la fin de l'année 2020. Mais qu'est-ce qui va en être dans les mois à venir? Je ne sais pas. Et puis, il y a toutes les fractures qui ont été évoquées et qui vont avoir des conséquences sans doute très, très importantes. On a parlé de la fracture numérique. Il y a une fracture générationnelle qui va être très forte. Les jeunes, alors c'est vrai que le mot génération sacrifiée est un peu banal et banalisé, mais on sent bien qu'il y a quand même chez ces jeunes étudiants, pas étudiants, etc., l'impression qu'ils sont les victimes de quelque chose qui leur échappe complètement. Et cette espèce de fracture générationnelle entre d'un côté eux-mêmes, puis de l'autre côté, j'allais dire ma génération, les générations du baby boomer qui n'ont jamais eu de mal à trouver un emploi, ont été assez favorisés par le système de protection sociale, je pense que ça va laisser des traces durables. Puis il y a une trace, ça a été évoqué, notamment avec toutes les associations qui travaillent sur la question de l'isolement, toutes les associations qui travaillent dans le domaine du handicap, mais plus largement, les problèmes psychologiques qui sont nés de cette crise sanitaire sont énormes et sont devant nous. Et avec, là encore, une fracture très très nette entre les générations, entre les milieux, entre guillemets, privilégiés pour lesquels l'accès à un psychiatre, à un psychologue est relativement facilité, et les générations, et les populations les plus fragiles, pour lesquelles c'est quasiment mission impossible. Le psychologue, n'en parlons pas pour des raisons financières, et le psychiatre, vous savez quelle est la situation de notre psychiatrie aujourd'hui, et j'imagine que ce n'est pas différent dans les Hauts-de-France qu'en Île-de-France, que je connais mieux. Le troisième mot que je voulais dire, et je rebondirai par rapport à ce que disait Antoine Durleman tout à l'heure dans son intervention, c'est, alors je ne sais plus ce qu'il a... Il faut relancer la protection collective. Et c'est bien tout le sens du discours du collectif Alerte. Nous ne nions pas l'effort qui a été fait par le gouvernement, et le quoi qu'il en coûte a eu des effets extrêmement bénéfiques sur l'emploi, sur le chômage. Il ne faut quand même pas oublier que, quoi qu'il en coûte, il y a un moment où on le paye. Et il y a un moment déjà où on sort du quoi qu'il en coûte, et on ne sait pas du tout quels seront les dégâts sur le tissu des petites et moyennes entreprises, notamment sur le tissu des grandes entreprises, mais on sait aussi les conséquences du quoi qu'il en coûte sur le long terme. On a vu en 2008 quelles étaient les conséquences macroéconomiques de l'effort qu'a fait l'État pour sauver son système bancaire et financier, et on a vu qu'il avait été suivi de 4, 5, 6 ans d'une politique qui était forcément une politique budgétairement très confinée, très difficile, très serrée. Et bien évidemment, cette politique, elle va être dans les années à venir. C'est pour ça que la conséquence, c'est 2022, 2023, mais après encore, parce qu'on aura forcément une politique qui sera une politique de rigueur budgétaire très très forte, non pas parce qu'on aura été large, parce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement, il dépense pas les milliards pour le fait de dépenser les milliards, mais on a été bien obligé de le faire, et il faudra à un moment le financer d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de création comme ça, sauf à accepter des niveaux d'inflation complètement déraisonnables, mais voilà, ça ne se fera pas comme ça par un revers de main. Et quand je disais, je ne vais pas revenir sur la stratégie pauvreté, la hache, la prime d'activité, simplement, quand même, la prime d'activité, je le redis, c'est un sujet, Rodolphe le sait bien, que je connais particulièrement. La prime d'activité, ça n'a pas d'impact pour les plus pauvres, ça, il faut bien le dire. Ça a un impact pour les personnes juste au-dessus, mais pas sur les plus pauvres. Voilà. Donc, c'est pas vraiment... voilà, j'en dis pas plus, mais c'est important quand même. Ce que je voulais dire, c'est que ce que nous
là où nous sommes dans une discussion forte avec le gouvernement, c'est que jusqu'ici, la réponse, ça a été une réponse un peu individuelle des uns des autres, et donc avec le rôle des associations, des départements, des collectivités, etc. Et puis, il y a eu des réponses ponctuelles, assez importantes, qui ont été faites par le gouvernement sur des aides ponctuelles, une aide ponctuelle au printemps 2020 pour les allocataires du RSA, une aide sur l'allocation de rentrée scolaire, et puis une autre aide sur la fin de l'année 2020, un peu du même ordre, toujours sur les allocataires du RSA, enfin plus largement, mais on ne va pas être technique, bien évidemment, ce n'est pas le sens. Ce que nous disons, c'est que les aides ponctuelles, c'est une chose. Mais une personne qui est allocataire du RSA, elle ne peut pas penser sa vie, elle ne peut pas rebondir à partir d'aides ponctuelles. Elle n'a aucune visibilité. Aucun allocataire du RSA aujourd'hui est capable de dire ben voilà, dans 3 mois, il y aura une aide ponctuelle. Ce n'est pas impossible qu'il y en ait une, mais personne ne peut le dire. Donc il y a un manque de visibilité totale. On a besoin d'une mesure de politique structurelle. C'était le sens de l'intervention d'Antoine Durleman, et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse. Sur la garantie jeune universelle que porte Elisabeth Borne, c'est vrai, c'est intéressant. L'idée d'un droit ouvert pour les jeunes les plus en difficulté, et on l'a dit, on lui a dit, je l'ai vu la semaine dernière, on lui a dit c'est intéressant, c'est une sorte de premier pas vers le RSA jeune. Mais il ne faut pas avoir peur je trouve qu'il y a une espèce de pudeur à ne pas vouloir parler du RSA jeune, alors que le RSA jeune, il n'y a vraiment pas de honte à dire il faut un droit à l'accompagnement pour tous les jeunes, et que ce droit il soit universel. Ça me paraît être une réponse qui serait plus forte que quelque chose qui va toucher un nombre relativement modéré de jeunes. Voilà, donc nous on a besoin de réponses qui soient structurelles, qui permettent aux gens de rebondir. On a des personnes qui vont être dans une mouise totale, y compris beaucoup de jeunes, qui vont être dans une mouise totale pendant plusieurs mois, voire malheureusement quelquefois pendant plusieurs années. Il faut leur donner les moyens de rebondir, et les moyens de rebondir, ça passe aussi par une allocation qui soit d'un niveau suffisant. Voilà. Et je voudrais finir simplement en évoquant les travaux d'Esther Duflo, qui a beaucoup insisté là-dessus. C'est vrai que d'avoir une sorte de, entre guillemets, sécurité financière, à très petit niveau, il faut voir ce qu'on entend par sécurité financière, ça permet de rebondir, ça permet pour un jeune de continuer à se former, ça permet pour un jeune de réfléchir à une insertion possible, et ça lui permet de subir cette crise sanitaire qui est particulièrement... Elle est très injuste, la crise sanitaire. Il y a des gens moi, je veux dire, dans mon quotidien, elle ne me bouleverse pas. Il y a des gens qui voient que leur vie est en train de, notamment chez les jeunes, est en train de passer d'un côté négatif, quoi. Et on a tous eu 21, 22 ans. Se dire à 21, 22 ans, je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans 3 mois, je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans 6 mois, dans 1 an, etc. Est-ce que je vais pouvoir continuer mes études? Est-ce que je vais pouvoir... à la mission locale, il n'y a plus de... Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est extrêmement angoissant. Voilà. Et ça, je pense qu'on va le payer, entre guillemets, mais... on va avoir à le gérer, c'est plutôt ça que je voulais dire. On va avoir à le gérer collectivement, tous, collectivités publiques, associations, etc., pendant de longues années. Merci. Ahmed, on sait tout le travail que vous avez fait pendant la crise et que vous avez porté avec d'autres fédérations, dans une animation. Alors, du coup, une idée pour le RIOPS pour contribuer effectivement à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je ne vais pas être très original, je ne sais pas si je vais avoir une idée, mais en tout cas, je pense que ça confirme
la triple fonction qui doit être celle de l'URIOPS, qui est celle du plaidoyer. Cette matinée, elle a encore permis de mettre en évidence, et ça vient encore d'être rappelé, la complexité de ces questions de pauvreté et puis leur largeur. Donc, continuer ce travail de plaidoyer en lien avec nos adhérents, première dimension. Deuxième dimension, de continuer, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant cette crise, et ce qu'on continuera de faire, c'est la vocation de l'URIOPS, d'appuyer nos adhérents à la fois dans leurs actions et puis dans les coopérations, puisqu'on voit bien que l'enjeu, il est aussi quand même dans la question des coopérations et dans les territoires. Les thématiques, elles sont très nombreuses et j'y reviendrai pas. Et puis la troisième dimension de l'URIOPS, qui est celle on en revient presque à son identité visuelle, qui est celle de faire ce pont entre les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs, pour que le travail il se fasse là encore en collaboration et toujours, et ça a été très bien dit par monsieur Durleman, au service des personnes. Derrière les politiques sociales, il y a des gens, et c'est vers là que doit être tournée l'énergie de tous. Merci. Alors juste, moi je voulais revenir sur quelques points d'alerte, les signaux faibles. Peut-être la difficulté dans laquelle nous sommes, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, notamment du RSA jeune et de notre pudeur. Peut-être que nous sommes plus facilement portés par des rapports de méfiance que par des rapports de confiance. C'est-à-dire d'avoir peur de l'autre et peur qu'il nous instrumentalise. Et je pense que ça habite beaucoup nos relations. Alors, peut-être un vœu sur réinstaurer des rapports de confiance. Et puis un autre vœu, et comme on est très en retard, je vais être très rapide. L'URIOPS et le réseau UNIOPS se définit comme unir les associations pour développer les solidarités. Je pense que là où nous en sommes, c'est unir les solidarités pour porter le lien social et jouer collectif. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et bonne continuation à tous.